Bonjour, aujourd'hui c'est avec beaucoup de joie que j'accueille Marine Brémond, qui est diététicienne, et qui va nous parler d'un sujet passionnant, l'alimentation. C'est vaste, c'est large, et j'ai déjà posté quelques vidéos sur ma chaîne YouTube ou sur les réseaux, et aujourd'hui on va entamer un sujet très très intéressant sur les TCA, le lien entre les émotions et puis l'alimentation. Donc, en tout cas, Marine, je te remercie d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Et puis, bah, je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous parler déjà des émotions et le lien qu'on peut faire entre émotions et alimentation. Yes, ben merci beaucoup en tout cas Honorine. Moi, je suis ravie de participer à cette vidéo. Peut-être je vais me présenter juste brièvement. Moi, je suis diététicienne psychocomportementale, donc je prends en charge des patients qui sont en difficulté avec leur alimentation et ou avec leur corps, et principalement des personnes qui ont des TCA, des troubles alimentaires, mais en sachant que ce spectre, il est quand même très très grand. TCA, c'est pas seulement anorexie, boulimie, c'est aussi hyperphagie, compulsion, restriction cognitive. C'est finalement ces personnes-là que j'ai le plus en consultation. D'accord. Et ça fait le lien en fait avec le sujet parce que il y a un lien très très fort entre nos émotions et notre alimentation. Et je pense que la première chose que j'ai envie de dire, c'est il est tout à fait normal de manger avec ses émotions ou pour ses émotions. Et ça, je veux vraiment le confirmer parce que c'est pas rare qu'en consultation, les personnes arrivent en me disant, moi j'ai un problème parce que je mange avec mes émotions. Non, ça n'est pas un problème en soi. Ce qui est un problème, c'est le comportement qu'on peut avoir face à cette situation-là. Donc c'est là où il faut aller chercher un peu si ça rentre justement dans le trouble alimentaire ou pas. Mais manger avec ses émotions, c'est normal. On entend aussi souvent, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû manger parce que j'avais juste envie. J'avais pas faim, j'avais juste envie. Et là, ça montre bien qu'on légitime pas du tout le fait que avoir envie de manger, c'est aussi important. Et c'est aussi une régulation. Donc, c'est plus ça qu'il faut apprendre finalement, c'est manger avec ses émotions, oui, mais de manière régulée, c'est-à-dire que ça rentre dans nos fameuses régulations pour que notre comportement alimentaire soit serein et approprié. D'accord. Et peut-être que par rapport aux émotions, quand les gens, parce que là, ça reste, peut-être que certaines personnes n'arrivent pas trop à comprendre, mais dans les émotions, par exemple, quelqu'un qui va être très en colère, quelqu'un qui va être très stressé, voilà, quelle est la conséquence avec l'alimentation dans le concret. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, voilà, sur une personne qui vient te voir et qui, voilà, et de caractère ou qui est stressé et qui voilà, a plutôt des tendances anxieuses ou colériques et aussi du dégoût parce qu'il y a des gens qui ont le dégoût. On parle souvent pour la perte de poids, mais il y a la prise de poids aussi. Donc dans les deux cas, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Bah, c'est très vaste et divers et varié. C'est que finalement, les émotions, elles peuvent avoir un lien, mais à tous les niveaux, c'est pas forcément ça va me pousser à manger plus ou ça va me pousser à manger entre les repas. Des fois, ça va aussi me couper l'appétit. Quand on a une grande tristesse ou même un stress, hein, des fois, on est complètement noué et on n'a pas du tout envie de manger à ce moment-là. Et ça peut aussi avoir un impact sur les choix alimentaires. Par exemple, les textures. Quand on est en colère, on a plutôt tendance à aller chercher un aliment croquant qu'on va pouvoir mastiquer parce que il y a une énergie là qui doit un peu se libérer. Sauf que voilà, chacun va réagir à sa manière en fonction de ses envies. Le seul dénominateur commun, c'est que si on est dans une recherche de réconfort, parce qu'en fait le besoin émotionnel, c'est une recherche de réconfort face à l'alimentation, on va aller chercher uniquement des aliments réconfortants. Et D'accord. donc, ça ne sera pas une pomme, ça ne sera pas Oui. des haricots verts, ça ne sera pas ces aliments soi-disant diététiquement corrects, hein, même si je déteste ce terme-là, parce que ça n'a rien de diététique, c'est plutôt régime derrière.
On va aller chercher des aliments qui sont gras ou sucrés ou les deux, puisque ce sont les seuls qui nous libèrent des hormones de plaisir quand on les consomme. Donc D'accord. ça, c'est le seul dénominateur commun. Après, chacun réagit avec ses émotions en fonction de son alimentation. Il y en a qui pourront dire non, moi, il n'y a pas d'impact. En tout cas, je le vois pas, je le lis pas. Peut-être qu'il y en a, mais que c'est pas problématique. Donc finalement, c'est pas un sujet. Et puis d'autres qui vont le subir au quotidien, malheureusement, parce que ça devient plutôt des comportements compulsifs et qui sont très difficiles à vivre parce que générateurs d'encore plus d'émotions. C'est ça un peu le problème, c'est quand on est dans le cercle vicieux, bah, on a les émotions de départ. Je suis stressée, je suis angoissée, et donc ça me pousse à avoir envie de manger. Ok. Mhm. Mais si on rentre dans un schéma plutôt compulsif, donc anormal, on va générer en plus la culpabilité, voire la honte si on a succombé. Et puis si D'accord. on n'a pas succombé, on va générer de la frustration parce que finalement on n'y sera pas allé. Et quoi qu'il arrive, en fait, on aura créé de l'émotionnel. Et Ok. c'est là où c'est problématique. Et dans cette problématique, comment on accompagne les gens? C'est ça. Donc, quand on franchit ta porte, quand on franchit la porte de la thérapie, quand on a une TCA, enfin, voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça et pour conseiller les gens, pour aussi leur dire bah, bienvenue. Il ne faut pas rester aussi, enfin, parce que la TCA, voilà, c'est un trouble qui peut se traiter et quand on est bien accompagné. Ouais. Bah, je dirais qu'il faut quand même faire en fonction de la personne. De toute façon, chaque personne a son vécu, son expérience, sa problématique, et je dirais à des stades différents. Donc, ça dépend du TCA et ça dépend du stade du TCA. Et puis, depuis combien de temps il est là? Parce que quand notre comportement, ce que j'appelle cercle vicieux, par exemple, notre comportement compulsif est mis en place depuis des années, c'est beaucoup plus complexe d'aller retravailler le comportement que si c'est quelque chose qui est apparu sur les derniers mois, par exemple. Il y a de toute façon, je dirais, moi, trois axes de travail. Le premier, c'est un axe émotionnel, parce que oui, il y a un lien entre nos émotions et l'alimentation, et il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Il faut aller voir si c'est normal ou si ça bascule dans des dysfonctionnements et si ça génère encore plus d'émotions et de dévalorisation. Donc là, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Des fois, le travail purement diététique, psychocomportemental, ça suffit pas. Donc c'est là où j'aime bien renvoyer, bien sûr, vers des psychothérapeutes ou spécialistes du trauma, parce que si l'état il est beaucoup trop élevé, on va dire quand la soupape émotionnelle elle est vraiment trop haute, en fait on n'a pas beaucoup de disponibilité pour aller travailler le comportement. Donc il faut aussi aller travailler l'origine du trauma et puis abaisser un peu cette anxiété. Donc premier pôle, les émotions. Deuxième axe de travail, c'est vraiment l'aspect comportemental, comprendre comment on fonctionne avec son comportement alimentaire. Déjà, ça veut dire reconnecter aussi un petit peu avec son corps. Oui, il y a une Parce que, analyse. Enfin, voilà, c'est vraiment ouais, il y a une d'analyser, introspection un peu à faire. Et puis, la majorité des personnes qui viennent me voir sont complètement déconnectées, voire dissociées. Il y a la tête d'un côté, le corps de l'autre, et puis ça communique plus très bien ensemble, parce que parfois, ça fait des années que c'est en lutte. Donc, bah, une lutte, forcément, à un moment donné, on s'éloigne. Donc, il y a un travail à faire purement comportemental, mais ça demande vraiment d'être formé. Donc, il faut aller voir des professionnels formés à la prise en charge de la restriction cognitive. Et puis, il y a un travail qui est souvent négligé, mais qui est indispensable, c'est la satisfaction corporelle. d'accord. Et c'est-à-dire? Ça ne veut pas dire aimer son corps, parce que souvent on me regarde avec des grands yeux quand je dis satisfaction Ah corporelle. oui. Waouh! Non, ça veut pas dire aimer son corps. Je connais très peu qui aiment leur corps, mais ça veut dire j'agis avec lui de manière bienveillante. J'arrête la lutte. Ok. À un instant T, de toute façon, il est comme ça. Ça veut pas dire la résignation non plus, parce Non, que mais peut-être que enfin, cette lutte, enfin, le fait de lutter, ça crée une tension, une pression. Et ça, c'est très énergivore. Et c'est là que les émotions rentrent en jeu. Et c'est là que, voilà, je suppose, tout à fait.
C'est que c'est les mêmes, enfin, c'est les pièces d'un même puzzle. Donc, s'il manque une des pièces, à un moment donné, on n'a pas le résultat final, quoi. Hmm. Si on travaille jamais l'acceptation corporelle, et c'est souvent l'acceptation corporelle qui est à l'origine des dysfonctionnements alimentaires, bah, on va générer beaucoup d'émotionnel et souvent de l'émotion pas très sympa. Et puis en plus, on va être tenté de remettre du contrôle dans son alimentation. D'accord. Donc, Ok. on a un rôle sur le comportemental. Donc, vraiment, c'est ces trois points-là qui se font au fur et à mesure. Donc, bah, des fois, on commence par l'un, des fois par l'autre, des fois, on en travaille deux, trois en même temps, en parallèle. Ça dépend de la prise en charge. Ok. Et donc, souvent on entend, oui, manger ses émotions, euh, mais ça veut dire un peu tout et n'importe quoi. Donc, toi, qu'est-ce Oui. que tu pourrais nous donner comme définition de manger ses émotions? Manger ses émotions, honnêtement, je sais pas très bien ce que ça veut dire. Mais oui, c'est pour ça que je dis, on l'entend souvent manger ses émotions, mais on n'a pas vraiment de définition. Bon. Moi, je dirais que c'est plus un terme qui a été utilisé parce que ça fait bien. D'accord. C'est vendeur. Mais on mange pas vraiment ses émotions. En fait, ces émotions, elles sont là. Et je dirais que c'est plus des réactions qu'on a, qui sont parfois des systèmes de défense face à un vase émotionnel qui déborde, quoi. Quand Euh, on a un système émotionnel qui est en train de péter de partout, ben, on va chercher des soupapes. Et donc, parfois, l'alimentation, c'est une bonne soupape. Et c'est pour ça que dans un comportement alimentaire normal et régulé, on a des envies de manger émotionnelles, hein. hmm, ok. Donc Et c'est vraiment dans le système de récompense comme les addictions. Enfin voilà, on rentre dans le système de récompense, si je comprends bien. Quand les personnes sont dans les TCA, hein, j'entends bien. ah oui, ok. Oui, l'aliment en soi ne peut pas être addictif, parce que souvent on vient, on dit je suis addict au sucre. Hmm. Non, il n'y a pas de récepteur de l'addiction comme on peut avoir sur l'alcool ou autre drogue, mais par contre, on peut développer des comportements qui deviennent des comportements addictifs, effectivement. Mais c'est bien de le souligner parce que enfin, on n'a pas toujours toutes ces informations. Donc, Bah, et la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. c'est ça. Et ça se travaille en équipe. Ça se Donc, travaille en équipe. ouais. S'il y a un TCA qui est bien installé, oui, il faut une équipe pluridisciplinaire. De toute façon, si on parle d'anorexie, de boulimie, voilà, il faut une équipe pluridisciplinaire quand même derrière. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la régulation du comportement et de l'alimentation quand tu toi accompagnes dans ta méthode? Bah, le comportement alimentaire, c'est bien de comprendre comment il fonctionne pour comprendre aussi pourquoi des fois il dysfonctionne. On a dans notre corps trois régulations qui se mettent en marche. On a la première qui est une régulation énergétique, c'est-à-dire qu'on a des besoins en énergie pour continuer à avancer, hein, comme quand on met de l'essence dans une voiture. Ben, nous, on a besoin de calories pour continuer à avancer et nos calories sont nos aliments, nos boissons. C'est régulé par la faim, c'est stoppé par le rassasiement, donc globalement, elle est plutôt pas mal acceptée, celle-ci. Mais on en a deux autres qui sont régulées par les envies de manger et non pas par les faims. D'où l'importance d'écouter ses envies. Et donc, nos envies sont bien régulatrices. Bon, ça, j'insiste vraiment dessus parce que quand on dit qu'il y a un lien entre les émotions et l'alimentation, c'est que le lien, il n'est pas toujours négatif, hein. Le lien, il peut être vraiment très positif parce que finalement, elles vont nous réguler aussi nos émotions. Mm, Donc, deuxième régulation, c'est une régulation nutritionnelle, c'est-à-dire qu'on crée des envies en fonction des besoins de notre corps. mm, Donc, il n'est pas rare que si on a besoin de calcium, ben, on développe une envie un peu plus présente pour le fromage ou les produits laitiers sur une certaine période, par exemple. Et puis, on a une dernière régulation, qui est la régulation émotionnelle, mm, normale. On mange pour se faire du bien, on mange pour se réconforter quand on a une émotion pénible, mais on mange aussi dans le cas d'un repas convivial où on a de la joie, on est dans le partage, et en fait, on mange plus que d'habitude. Et ça, c'est tout à fait OK, on le fait tous. Aucun souci à partir du moment où ces trois régulations, elles forment un équilibre. C'est ce qui fait d'ailleurs que notre poids est équilibré. Par contre, à l'intérieur, ça peut être très variable. On peut avoir des phases où émotionnellement, ça se passe pas bien au travail, par exemple, on est plutôt tendu.
eh ben, peut-être que notre alimentation va être différente. On va manger plus émotionnellement, donc plus d'aliments sucrés ou gras ou plus en dehors des repas. Mais c'est en se remettant à l'écoute de nos signaux de faim et de rassasiement qu'on va simplement compléter et non pas additionner. Donc un mangeur régulé sait faire ça. Un mangeur non régulé ne sait pas faire ça. Donc il va manger avec ses émotions et puis il va remanger normalement au cours des repas comme si de rien n'était. Et puis des fois même encore pire, dans le contrôle alimentaire pour surtout ne pas recraquer derrière. Et donc D'accord. ça, c'est vraiment les dysfonctionnements de ces régulations-là. D'accord. Donc, c'est un travail de co-régulation euh, Ouais. sur ces différents plans que tu viens de nous exposer. Ok. Ça permet de comprendre un peu les axes de travail, en fait. Il faut refaire fonctionner ces trois régulations ensemble et non pas. Moi, je dis souvent, on fait une thérapie du avec et non pas du sans. Parce Mm. que les personnes qui viennent me voir ont majoritairement fait des régimes et donc ont appris à manger moins ou à enlever certains aliments ou à faire sans, bref. Non, nous, on va faire avec les émotions, on va faire avec tous les aliments qu'on aime, on va faire avec les difficultés et puis on va essayer de comprendre comment ça marche et puis que ça se passe le mieux possible. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire en mot de fin pour cette vidéo partagée ensemble et pour partager dans ta communauté, dans la mienne? Euh, donc, je t'écoute. On t'écoute. J'ai envie de dire aux personnes, vraiment, si elles se reconnaissent dans un trouble alimentaire et qu'elles se sentent en difficulté, de surtout pas se dire qu'elles ne sont pas légitimes à demander de l'aide, parce que c'est pas rare. Oui, mais moi, c'est pas autant. Oui, mais moi, je suis pas assez mal que ma voisine. Si, à partir du moment où on a une difficulté alimentaire, moi, il y a certaines personnes, je les reçois que deux, trois fois. Parce que on n'est pas sur effectivement un haut level de difficulté, mais au moins ça permet de remettre les choses en place et puis après on repart sur les bons rails. Et puis pour d'autres suivis, on les compte plutôt en années. Donc, si vous vous reconnaissez dans les troubles alimentaires, allez chercher des professionnels qui sont formés, ça existe. Il n'y en a pas tant que ça, c'est vrai, mais ça existe. Et vous pouvez aller sur l'annuaire du GROS, le site du GROS, GROS. Dessus, il y a un annuaire avec tous les professionnels qui sont formés à la prise en charge biopsychosensorielle. Ça peut être des médecins, des psychothérapeutes ou des diététiciens. Et donc là, vous êtes sûr de tomber sur une personne qui sera formée et qui pourra vous accompagner au mieux. D'accord. En tout cas, c'est bien de donner un référencement. Et d'ailleurs, eh bien, il y avait ta collègue que j'ai eue, Oui, euh, Carla. Carla, et puis le docteur du truc qui est formé Bon, aussi sur cette approche-là. Donc, ouais. je pense. Oui, sur Poitiers, on commence à être un petit peu plus. Et Et puis, il y c'est. a des professionnels qui consultent en visio, donc ça peut aussi être une opportunité. En tout cas, enfin, voilà, le plan psycho et comportement est pris en compte de plus en plus dans les troubles alimentaires. Et je tiens à te remercier pour le temps que tu nous as accordé, pour le partage de tes connaissances et puis pourquoi pas prochainement, si tu es d'accord, refaire une petite vidéo avec un autre thème sur l'alimentation, car je pense que c'est un problème qu'on pourrait dire de société, hein, donc, et qui doit être pris en compte. Bon, en tout cas, je te remercie et puis ben, je te dis à bientôt et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci à toi. À bientôt.